presque déstabilisant. Bonsoir. Merci beaucoup de cette présentation. Très honnêtement, c'est vraiment déstabilisant d'entendre sa biographie avant d'être mort. Mais merci beaucoup pour cet exercice. Merci de l'invitation, sincèrement. Benoît Viguet, hydrogéologue, et actuellement maître de conférence à GeoAzur et à l'Université Côte d'Azur. Alors j'y suis depuis pas très longtemps, seulement depuis septembre 2022, j'ai été recruté. À la base, je ne connaissais pas vraiment cette région, donc je la découvre en même temps. Ça va le son? Je parle. Ok. Donc c'est vraiment une région que j'ai vraiment le plaisir de découvrir à travers des balades, à travers mon travail, tout ça. Donc il est possible que je ne connaisse pas tout, enfin c'est même certain. C'est-à-dire que je ne connais pas, peut-être, contrairement à certains d'entre vous, toutes les sources de la région. Donc peut-être que dans ce sens-là, vous avez beaucoup plus de choses à m'apprendre que moi. Par contre, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vision, peut-être de s'extirper un peu de la région des Alpes-Maritimes, peut-être s'extirper de certaines vallées et de prendre un peu de hauteur. C'est aussi notre rôle à nous comme chercheurs et enseignants-chercheurs, et d'essayer de parler un peu de ce cycle de l'eau, le cycle de l'eau sur Terre, bien entendu, des réserves d'eau. On va parler de ces réserves ensemble et de voir un petit peu où est-ce que ça nous amène dans le futur. Attendez. Ça ne marche pas. Je sais pas. Hop. Hop. Allez, super. Ok. Donc, c'est un petit peu les questions qui étaient posées dans l'introduction. Quel est le cycle de l'eau sur notre planète et quelles sont les sources que nous puisons, voire épuisons? Est-ce que l'eau que nous utilisons provient majoritairement de la pluie, des lacs et rivières ou du sous-sol? C'est des choses auxquelles on va pouvoir directement répondre. Finalement, on va essayer de faire ce petit voyage dans les réserves naturelles d'eau de notre région et aussi du monde. Alors voilà, je vais prendre des fois des exemples qui ne sont pas des exemples des Alpes-Maritimes, qui sont des exemples d'ailleurs. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est souvent des laboratoires qui nous permettent d'anticiper des problématiques qu'on peut avoir ici localement. Alors, c'est toujours quand j'initie toujours un cours d'hydrogéologie et quand je commence à parler de la ressource en eau, j'aime beaucoup commencer par ce personnage. Alors c'était une habitude que j'ai commencé à apprendre en fait au Chili parce qu'ils aimaient bien l'histoire du Petit Prince. Donc j'ai commencé à prendre cet auteur comme référence. Et finalement, pourquoi est-ce que Antoine de Saint-Exupéry nous parlait finalement de cette eau tant nécessaire à la vie? En fait, c'était à travers ses expériences à l'aéropostale, tout simplement, où il traversait des zones semi-arides, arides, et aussi avec son vécu lors parfois de certains accidents. Il avait pris conscience finalement que l'eau, c'était pas seulement un fluide qui circulait, c'était vraiment une ressource qui n'était pas seulement nécessaire à la vie, comme il le formulait, mais qui était la vie en elle-même. Et en fait, cette idée que l'eau, finalement, l'eau est la vie, en fait, c'est vraiment vrai dans le sens comme on peut le percevoir, dans le sens où nous on peut le percevoir. Et je me suis amusé à faire le petit exercice d'aller regarder comment les médias faisaient la relation entre l'eau et la vie. Et c'est très bien d'ailleurs parce que ça me permet de faire le lien avec le conférencier qu'il y avait de la dernière fois. Et en fait, à chaque fois que ailleurs sur Terre, on identifie cette molécule d'eau. Donc ici, c'est un extrait, par exemple, de TF1 Info, où on parle de la présence d'eau sur la Lune et on l'identifie comme une ressource pour les futures expéditions. On parle aussi, donc là, dans la revue Ciel et Espace, cette fois, on nous parle d'eau sur Mars, pardon. La NASA nous indiquerait les meilleures destinations pour qu'ils puissent être, les futurs astronautes s'approvisionner en eau, sans avoir à creuser trop profondément dans le sol. Donc déjà, on se projette dans l'exploitation de cette ressource sur une planète où on n'est déjà pas allé. Et récemment, il y a encore pas très longtemps, des découvertes qui auraient
il y aurait ou il y a un océan sous Mimas, donc ce petit satellite qui tourne autour de Saturne. Et là, de nouveau, on se pose la question, mais donc s'il y a un océan en profondeur, peut-être y aurait-il aussi la vie sur Mimas. Voilà. Et c'est des choses qu'on va chercher vraiment de plus en plus loin. Et par exemple ici, avec donc des résultats avec le fameux télescope James Webb, où on identifie des molécules d'eau. Alors c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais c'est des choses que je peux percevoir comme vous, c'est-à-dire que dans les médias, dans la diffusion scientifique, à chaque fois qu'on identifie de l'eau très loin dans l'espace, et toujours on se pose la même question. Ah du coup, est-ce qu'il n'y a pas forcément la vie vers là-bas? Donc voilà, c'est intéressant et ça permet de faire le lien avec Benoît Carry de l'Observatoire de la Côte d'Azur qui était présent la dernière fois. Et en fait, cette présence d'eau sur Terre, donc cette fois je reviens sur notre chère planète, et en fin de compte, même dans les zones les plus désertiques, par exemple dans le désert d'Atacama, donc dans le nord du Chili, il y a des zones finalement, donc le désert d'Atacama, c'est vraiment l'un des endroits les plus désertiques du monde, il pleut beaucoup moins que dans le Sahara. Il faut savoir qu'en moyenne, sous les 2000 mètres d'altitude, il pleut moins de 10 mm par an. Et à des endroits, les stations n'enregistrent rien pendant plusieurs années. Néanmoins, les collègues archéologues au Chili, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voient que ils ont pu identifier du coup des sites archéologiques en zone hyperaride, tout de même, à côté de vallées qui sont où parfois il y a un peu d'eau qui coule. Ils ont identifié qu'en fait, sur les derniers millénaires, il y avait des phases de sédentarisation, il y avait des phases d'activité archéologique, donc il y avait des peuples qui s'installaient et qui vivaient aux alentours de certains points. Et dans ce grand désert d'Atacama, finalement, on s'est rendu compte que ces phases de sédentarisation correspondaient à des phases où, durant quelques siècles, il a un petit peu plus plu, il y a eu un peu plus de précipitations, d'eau, qu'à l'habitude. Donc vous voyez qu'en fait, même quand on fait un peu d'historique sur notre planète, on se rend compte vraiment de cette notion que l'eau, l'eau c'est vraiment la vie. Et que du coup, c'est ça qui a contrôlé la sédentarisation des peuples durant de nombreuses années et de siècles auparavant. Donc toujours avec cette idée, donc maintenant si on parle de choses un peu plus concrètes à notre échelle à nous, l'eau c'est une ressource vitale, comme vous le savez, pour boire, mais aussi dans différentes activités, on le verra ensemble, dans l'industrie et les mines, dans l'agriculture, mais aussi dans des activités récréatives et aussi dans la production d'énergie. Et en fait, l'eau a été identifiée comme nécessaire au développement du bien-être humain. Et lors de la conférence du 5e Forum sur l'eau à Istanbul en 2009, l'eau a été caractérisée comme un bien commun de l'humanité. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette ressource est tellement vitale, finalement, et tellement nécessaire à notre développement socio-économique, tellement nécessaire à notre bien-être, que finalement, elle ne peut être qu'un bien commun de l'humanité. Et cette notion d'eau, cette eau, cette ressource, du coup, elle a été inscrite dans les objectifs de développement durable de l'UNESCO, finalement. Donc ce sont 17 grands objectifs de développement durable, principalement pour la décennie dans laquelle on se trouve. Je vous invite à aller les explorer, ils sont facilement accessibles sur Internet. Et notamment l'objectif numéro 6, qui est intitulé « Eau propre et assainissement », et qui a pour but de garantir l'accès de tous à l'eau. Donc on a tous droit finalement à cette ressource qui nous est vitale, mais aussi à l'assainissement. C'est quelque chose qu'on rajoute à chaque fois et qui est nécessaire, parce que l'eau, on l'utilise, mais on a besoin de pouvoir la restituer dans de bonnes conditions, et cela passe par l'assainissement. Voilà. On parlait d'une certaine expérience que j'ai eue à Douala, par exemple, au Cameroun. C'est vrai que là-bas, par exemple, il y a des systèmes d'assainissement qui sont un peu déficients et qui, du coup, finalement, les eaux usées sont rejetées de fait dans la nappe à travers des latrines qui sont connectées aux nappes. Et du coup, on a des épidémies de choléra chronique du fait de cette connexion entre la ressource qu'on va utiliser et malheureusement des endroits qui vont être contaminés. Et aussi, l'objectif, c'est d'assurer une gestion durable des ressources en eau. Parce que bien entendu, si cette ressource, on l'épuise complètement, et du coup, au bout d'un moment, elle ne sera plus là. Donc c'est important de pouvoir la gérer durablement, et en fait, ça, c'est extrêmement difficile. Pardon. Et ces grands objectifs, en fait, ils ont été traduits, on va dire, en droit français, notamment dans l'agenda 2030 en France. Voilà. Donc c'est vraiment un objectif que l'État français s'est approprié, comme de nombreux États à travers le monde. Et donc, ils ont mis des objectifs réellement pour pouvoir répondre à cela. Donc, quand on parle d'usage de l'eau, c'est important déjà de savoir de quoi on parle.
On parle de prélèvement, souvent, mais aussi de consommation sans savoir vraiment qui est quoi. Donc, par exemple, les prélèvements, c'est vraiment la quantité d'eau qu'on va prélever dans le milieu naturel, mais qu'on va ensuite restituer. Par exemple, c'est ce que l'on fait avec la production hydroélectrique. La production hydroélectrique, à travers des barrages, on va utiliser de l'eau, donc on va prélever de l'eau, mais elle est presque, entre guillemets, instantanément restituée au milieu naturel. D'accord ? Là, on voit donc que les prélèvements, donc ce sont des chiffres qui ont presque 10 ans, mais globalement, ça n'a pas tellement changé, sauf pour l'agriculture. Mais principalement, les prélèvements, on voit que c'est la production énergétique qui prend, en France, la plupart des prélèvements en eau. Par contre, quand on regarde réellement la consommation, et c'est ça qui va peut-être plus nous intéresser, c'est donc la quantité d'eau prélevée et réellement consommée et absorbée par nos activités. Et elle ne peut pas être renvoyée directement dans la nature après usage. Et là, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que cette fois, ce n'est plus la production énergétique, mais au contraire, l'irrigation à travers l'agriculture. D'accord ? Donc voilà, donc c'est important de pouvoir repositionner ces choses-là. Et quand on parle du coup de consommation, on parle bien entendu de la consommation qu'on a nous sur le territoire. D'accord ? Néanmoins, il y a une autre forme de voir cette consommation à travers de ce qu'on appelle l'empreinte hydrique, finalement notre empreinte en termes d'usage de l'eau. Et ça, on peut l'illustrer par exemple avec ce groupe de pays, enfin tous ces pays scindés ici en deux groupes. D'un côté, on va avoir des pays, alors principalement les pays de l'OCDE, la France est ici, par exemple, où on va avoir, du coup, l'eau consommée, on va dire, directement sur le territoire, qui en réalité est beaucoup moindre de la quantité réelle d'eau que l'on va consommer. Et on va revenir sur cette notion de quantité réelle, ou on peut dire en direct, on parle aussi d'eau virtuelle, mais qui néanmoins, à un moment donné, elle a été consommée dans la chaîne d'approvisionnement. Donc tous ces pays que vous voyez là, par exemple, donc c'est un rapport d'eau France 2020, tous ces pays, par exemple, ont une empreinte d'eau bien supérieure à ce qu'ils vont consommer directement sur le territoire. Par contre, on va avoir un autre groupe de pays où eux, ça va être l'inverse. Ils vont avoir une empreinte d'eau beaucoup plus faible réellement que l'eau qu'ils vont consommer sur le territoire. Donc ça sous-entend que peut-être c'est des pays qui vont exporter de l'eau, tandis que nous, en France, on va en importer. Et c'est la notion d'empreinte hydrique ou d'eau virtuelle. Alors, je pose toujours cette question à mes étudiants, c'est assez intéressant. Des fois, il y a des bonnes réponses. Vous avez une bouteille d'un soda assez connu qui contient à peu près 1,5 litre et je leur demande tout simplement quelle quantité d'eau il y a, alors je fais exprès de la poser comme ça, mais quelle quantité d'eau il y a dans cette bouteille selon vous ? 1,5 litre, vous allez me dire, c'est marqué, à peu près. Sauf qu'en réalité, pour produire cette bouteille, donc l'ensemble de la chaîne, on a utilisé l'équivalent d'une bonne grosse baignoire. D'accord ? Alors vous allez me dire, mais comment 105 litres d'eau rentre dans 1,5 ? Alors c'est pas de la magie, d'accord ? C'est seulement si on applique le concept d'eau virtuelle ou d'empreinte hydrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour fabriquer les 1,5 litres de ce soda qui est très connu, en fait, on a utilisé, à travers l'ensemble des processus, 105 litres d'eau. Donc nous, en France, mettons qu'on va importer cette bouteille d'eau de l'étranger, on va aller consommer 1,5 litres, principalement de l'eau, je passe sur le sucre et tout le reste, c'est principalement de l'eau, mais en réalité, derrière tout ça, il y a eu l'usage de 105 litres d'eau. Alors, c'est un ordre de grandeur, potentiellement vous pourrez trouver des valeurs un petit peu différentes, mais on est sur à peu près cette grandeur de 100 litres d'eau. Et donc l'eau virtuelle, c'est l'ensemble des consommations d'eau nécessaires à une production ou à un service. Et ça, c'est extrêmement important finalement d'en avoir conscience, parce que à travers différents objets de notre quotidien, finalement, il y a eu de l'eau qui a été nécessaire à la production de cet aliment. D'accord ? On n'en a parfois pas forcément conscience. Alors le cas emblématique, c'est toujours pareil, c'est le steak de bœuf. Un fameux steak de bœuf, en fait, quand on consomme un steak de bœuf, à peu près 300 grammes, et derrière ça, il y a eu 4500 litres d'eau. D'accord ? Donc environ 4,5 mètres cubes d'eau qui ont été nécessaires pour produire un steak de bœuf. Donc cette eau, elle a été consommée quand même quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a disparu du système, elle a été réintroduite selon différentes manières, mais elle a disparu du système et donc elle a été puisée dans les ressources et consommée. D'accord ? Donc,
Un steak de bœuf, 4500 litres d'eau, par exemple. Un fromage, bon, on précise pas trop lequel, mais environ 2500. La production de maïs, 450 litres d'eau. Et là, c'est intéressant. Ben, par exemple, on se rend compte que le maïs, en fait, c'est beaucoup moins consommateur d'eau que du blé, environ 500. Ou, bien entendu, du riz, 1700, environ 1,5 mètre cube pour fabriquer du riz. D'accord? Donc, cette notion d'empreinte d'eau et d'empreinte virtuelle, c'est extrêmement important déjà pour avoir conscience que, ok, je prends un produit, ce produit, selon où il a été fabriqué, il y a eu de l'eau qui a été consommée derrière. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, on se rend compte que cette eau, elle est extrêmement nécessaire. Donc, ça a été dit plusieurs fois. Elle est nécessaire à notre développement socio-économique. Vous avez vu dans les objets qu'il y avait auparavant, c'est des choses quasiment du quotidien. Et on pourrait parfois avoir du mal à s'en passer. Et encore, je n'ai pas mis de l'infographie sur les vêtements, sur le matériel informatique, etc., etc. Donc, cette ressource en eau qui est nécessaire, finalement, où est-ce qu'elle se trouve? Donc, sur Terre, on a certains volumes d'eau. Okay, on parle de notre planète bleue. Bon, les mers et les océans, en général, grosso modo, à l'échelle globale, c'est environ 96,5% de la masse d'eau qu'on a sur Terre. Et là, c'est pareil, je vous pose toujours la même question. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé, d'irriguer ses plantations, d'irriguer son potager avec de l'eau de mer? Vous allez me dire, il est fou, ça sert à rien, il y a tout qui va crever. Bon, c'est juste. Ce volume d'eau-là ne nous intéresse pas directement en termes comme consommateur, on va dire. Bien entendu, ce qui va nous intéresser, c'est les volumes d'eau douce. D'accord? Alors, ces volumes d'eau douce, finalement, déjà, on se rend compte, ils représentent seulement 2,5%. Donc, imaginez que sur votre salaire, votre pension de retraite, je vous dis, finalement, vous gardez seulement 2,5%. Vous allez vous rendre compte, ça fait pas beaucoup. Et voilà, ça, c'est l'eau douce qu'on a sur Terre. Seulement, cette eau douce, où est-ce qu'elle est? Donc, si on fait un zoom sur, cette fois, les fameux 2,5%, et qu'on regarde l'eau douce, la très grande majorité de cette eau douce, elle est située où? Elle est située dans ce qu'on appelle les glaces continentales. D'accord? Donc, je ne parle pas de la banquise qui est de l'eau de mer congelée, mais vraiment des glaces continentales, principalement stockées sur le Groenland, Antarctique, etc. Et parfois sur les rares glaciers alpins, Himalaya, andins qui restent encore. Donc là, la grande majorité, 68,7% des 2,5 se situe ici. Au total, c'est le chiffre en rouge, environ 1,7% de la totalité de l'eau douce. Cette eau douce-là, donc l'eau douce qui est stockée en Antarctique, on l'utilise pas, d'accord? On va dire elle est inaccessible, elle est caractérisée comme ça. C'est une eau dite inaccessible. Jusqu'ici, personne n'est allé mettre un tuyau en Antarctique pour la ramener en France. Par contre, la grande majorité se situe où? Finalement dans les eaux souterraines, environ 30%. Donc 30% de l'eau douce se situe où? Dans les eaux souterraines. Et contrairement à ce que l'on peut croire, finalement, seulement une partie, 1,2% se trouve dans les eaux de surface. D'accord? Donc la majorité des eaux douces qui sont présentes, finalement, et accessibles, mais leur très grande majorité, ce sont des eaux plutôt dites invisibles, situées dans des roches et notamment dans des aquifères. Alors, ça me permet d'aborder quelque chose d'important, c'est qu'en fait, on aime bien séparer les choses, les mettre dans des boîtes, on va dire. Et en fait, eau souterraine, eau superficielle, très souvent, c'est en fait la même eau. C'est pour ça que nos rivières, souvent, elles continuent de couler en été. Ce sont des eaux de source, ce sont des eaux souterraines qui, à un moment donné, ressortent et alimentent ces eaux superficielles. Donc souvent, en fait, c'est exactement la même eau. Donc à l'échelle globale, pour résumer un peu tout ça, à l'échelle globale, seulement 0,78%, moins de 1% de l'eau est douce et accessible. C'est ce volume d'eau-là qui nous intéresse. D'accord? Et la très grande majorité de cette eau douce et accessible se situe dans des réservoirs souterrains qui s'appellent des aquifères. Et bien entendu, tout ça, ça appartient à quelque chose que bien entendu vous connaissez, qui est le fameux cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau où on va avoir l'évaporation des mers, des océans, la condensation dans l'atmosphère et des précipitations sous forme liquide comme de pluie, mais aussi sous forme solide comme de la neige, des grêlons, etc. Cette eau, elle va ensuite ruisseler en partie, réalimenter directement des rivières, des lacs, elle va servir à la végétation, à être évapotranspirée, mais aussi elle va s'infiltrer dans le souterrain et contribuer à ce qu'on appelle la recharge des nappes d'eau souterraines. Alors quand on parle bien entendu
de ces ressources, souvent on parle en termes de variation de stockage. Donc on fait un petit peu le bilan entre ce qui rentre dans notre réservoir et ce qui en sort. Alors maintenant, si on fait un petit peu un zoom, toujours, vous voyez, on se rapproche de cette notion d'eau souterraine à chaque fois. Si on fait un petit peu un zoom maintenant, du coup, cette eau souterraine, d'où elle arrive? Bon, il n'y a pas de secret, elle arrive principalement des pluies. Ce sont les précipitations, les pluies, du coup, qui vont tomber au cours des mois, au cours des années, et qui vont s'infiltrer en partie dans le sol. Elles vont être en partie stockées et reprises aussi en ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Alors c'est un mot un peu long, mais qui permet de combiner plusieurs processus. Le premier, c'est l'évaporation au niveau du sol, et l'autre, c'est la transpiration des plantes, en fait. Donc, on parle d'évapotranspiration. Donc cette évapotranspiration, du coup, elle va venir puiser l'eau qui a été stockée un petit peu dans le sol, et la remettre elle va être de nouveau disponible dans l'atmosphère. Puis, du coup, on va avoir à un moment donné, si on se retrouve avec un stockage quand même suffisamment grand dans le sol, on va avoir ce qu'on appelle de l'infiltration profonde et plus précisément de la recharge. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser parce que ça va permettre de recharger nos nappes et de faire monter les niveaux d'eau dans les nappes. Voilà. Donc c'est vraiment de ça quand on parle de recharge. On parle finalement de précipitations qui ont été suffisamment abondantes, qui ont permis de stocker massivement de l'eau dans le sol et de recharger nos nappes ensuite par drainage en profondeur. Alors le problème de ce modèle qu'on a actuellement, et on a toujours ce petit modèle très sympathique où on va avoir du coup une absence de croissance de végétation durant l'hiver par exemple, et principalement une croissance de végétation très forte liée à une augmentation des températures durant le printemps et l'été. D'accord ? Actuellement, on est en train d'observer finalement une augmentation un peu des températures, et je ne sais pas si vous vous êtes baladé récemment, mais on a vu de la végétation qui n'était pas tellement en mode hivernal comme on a connu par les fois passées. C'est-à-dire que la végétation finalement, elle s'est pas mise en mode repos, elle s'est pas endormie durant l'hiver comme on aurait pu l'attendre, mais au contraire parfois, actuellement, on a l'impression que du coup, elle continue de créer des feuilles. Les arbres continuent de créer des feuilles, il y a certains arbustes qui créent des bourgeons, donc elle est là, et du coup, elle puise de l'eau. Et c'est-à-dire que durant les phases où avant, elle ne puisait pas d'eau dans le sol, elle ne le faisait pas de manière majoritaire, on se retrouve à avoir de nouveau des pertes on se retrouve à avoir des pertes par évapotranspiration depuis le sol. Donc là, on a un effet un petit peu du changement climatique qui un peu nous impacte, c'est que justement, ces périodes sans évapotranspiration, de nouveau, pas de nouveau encore une fois, on a, de l'évapotranspiration qui commence à apparaître à des moments où on n'en avait pas. L'autre problématique qu'on peut avoir actuellement, c'est un changement de distribution des précipitations au cours de l'année. C'est-à-dire que de plus en plus, notamment sur la rive sud de la Méditerranée, c'est très marqué, mais maintenant de plus en plus sur la rive nord, on va avoir un peu une contraction des périodes pluvieuses et un étirement des périodes sèches. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes pluvieuses beaucoup plus intenses et des périodes sèches beaucoup plus longues. Les prédictions du GIEC, donc ce groupe de scientifiques qui travaillent qui travaillent réellement sans pression sur les impacts du changement climatique, nous disent que globalement sur la rive sud la rive nord, de la Méditerranée, contrairement sur Nice, on peut s'attendre seulement à moins 15% de précipitations en moyenne. C'est très peu quand on sait qu'au Maroc, les prédictions montrent plus de 40% de moins de précipitations. D'accord ? Donc on est vraiment sur des déficits très faibles. Par contre, on va avoir une contraction et une nouvelle distribution de ces précipitations. Et là, c'est pareil. Si on a des précipitations importantes, durant des phases où on va avoir une croissance de végétation importante, par exemple, de nouveau, on va diminuer, on va dire, le stockage dans le sol et son drainage en profondeur pour faire de la recharge. À savoir aussi qu'une grande partie de l'eau, dans cette vision simpliste que je vous ai présentée, en réalité, une partie de l'eau, elle ruisselle aussi. C'est-à-dire que s'il pleut suffisamment trop fort, donc si on a des pluies de plus en plus intenses, typiquement les fameux orages Cévenol, les épisodes Cévenol qu'on va avoir, du coup, on va avoir un ruissellement extrêmement important, ce qui ne permet pas une recharge directe des nappes. Alors pour les hydrologues, c'est assez intéressant parce que les collègues hydrologues voient ça justement comme une pluie efficace qui génère du ruissellement, ça les intéresse. Par contre, nous,
Comme hydrogéologue, ça nous intéresse un peu moins parce que cette pluie qui ruisselle, du coup, elle ne va pas s'infiltrer ou alors elle ne va pas s'infiltrer directement. Et donc, de nouveau, ça va être une perte pour la recharge. Donc, maintenant que cette eau s'est infiltrée et est rentrée dans les nappes, finalement, elle va rentrer dans une structure qu'on va appeler un aquifère. Alors, je vous ai mis la définition très rapidement, je ne vais pas la détailler, mais ce qui est important à retenir, si on veut faire un peu d'étymologie, c'est que un aquifère, ça provient du latin, qui décrit finalement l'eau et quelque chose qui va porter cette eau. Un aquifère, en fait, c'est tout simplement une roche, une couche géologique qui est suffisamment poreuse pour contenir de l'eau, en fait, mais aussi qui a la particularité de pouvoir la laisser circuler. C'est-à-dire qu'une argile, par exemple, peut contenir beaucoup d'eau, mais ne peut pas la laisser circuler. Alors qu'un banc de sable peut contenir beaucoup d'eau et en plus peut la laisser circuler. On parle de porosité, on parle aussi de perméabilité. Et bien entendu, ces aquifères, ils sont contenus où? Ils sont contenus dans les roches, en souterrain. Et c'est pour ça que lorsqu'on aborde la question de l'hydrogéologie, et finalement quand on aborde la question des ressources en eau souterraine, quand je vous rappelle que l'hydrogéologie s'intéresse à quasiment 96% de l'eau douce accessible, on peut faire un lien très fort entre la géologie, donc vous avez ici la carte géologique de la France, cette fameuse carte au millionième, où on peut voir plein de choses, notamment le massif armoricain, composé de roches très anciennes, dites hercyniennes, qui correspondaient à des anciennes chaînes de montagnes, à l'époque de la Pangée, principalement, le massif central, mais aussi des grands bassins, on parle du bassin parisien, du bassin aquitanien, du bassin sud-provençal, etc. On va avoir, du coup, différents contextes géologiques avec différents types de roches, et ces différents types de roches vont directement gouverner les différents types d'aquifères qu'on va retrouver. Donc on voit assez bien, notamment, le lien qu'il y a entre géologie et carte hydrogéologique. Alors, un petit peu pour vous montrer, parce que ça a été dit, il a été dit que les aquifères étaient des systèmes fracturés. En fait, pas seulement. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des aquifères plutôt dits poreux, c'est-à-dire que l'eau va être contenue entre les grains de sable. D'accord? Donc là, un exemple concret, c'est la basse vallée du Var. La basse vallée du Var, donc ici, vous avez la jonction entre l'Estéron et le Var, avec la Vésubie un petit peu plus loin, le fameux lac du Broc, qui était plein à l'époque. C'est plus trop, enfin, quoi que si, ces derniers temps, c'est plutôt remonté. On a, voilà, ce matériel qui provient de l'érosion des Alpes, de l'érosion du Mercantour, etc., et qui va venir, justement, remplir ces vallées alluviales et être déposé à travers des bancs de galets, des bancs de sable. Entre ces bancs de galets, ces bancs de sable, on va avoir de l'eau qui va être stockée, et ça va composer ce qu'on va appeler des aquifères alluviaux, des aquifères poreux. Là, vous avez un exemple de la basse vallée du Var, mais aussi un exemple d'une zone un peu plus aride, en effet, cette fameuse Pampa Delta Marugal qui a été mentionnée dans le désert d'Atacama, où on va avoir des systèmes gigantesques, en fait, qui proviennent de l'érosion de la cordillère des Andes qu'on peut apercevoir un petit peu dans le fond, donc qui grimpent ici à plus de 4000 mètres. Ici, dans la zone, on est aux alentours de 1000 mètres d'altitude, et ce fameux piémont andin. Tout ça, vous voyez, c'est rempli justement de galets, de sable qui proviennent de l'érosion de cette cordillère des Andes, et qui constitue un des plus grands réservoirs d'eau douce, d'ailleurs, du Chili. On va avoir aussi d'autres types de roches, je ne vais pas trop m'y attarder, mais là, cette fois, on a aussi des roches plutôt dites fracturées, où on va avoir des véritables cassures dans la roche, qui vont créer de l'espace pour l'eau, qui vont créer de la porosité. C'est notamment le cas de certaines roches plutoniques, on retrouve ici en France notre bassin armoricain, le massif central, mais aussi plusieurs cratons en Afrique, en Amérique du Sud, en Guyane par exemple, on va retrouver ces roches fracturées. Ici, une source sur laquelle j'ai pas mal travaillé, avec notamment des fractures, des failles, dans lesquelles l'eau va pouvoir circuler et va pouvoir être captée. Et en fait, c'est la connexion de ces fractures qui va vraiment permettre à l'eau de circuler. Car si ces fractures, engendrées par la tectonique, donc le mouvement des plaques, si ces fractures ne sont pas connectées, en fait, l'eau ne circule pas. Et donc, il faut réellement avoir une roche suffisamment fracturée pour que l'eau puisse circuler, du coup. Puis finalement, et c'est vraiment peut-être un aquifère sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, ce sont les fameux aquifères karstiques. Alors ici, dans le sud de la France, et notamment dans la région, on en parle beaucoup, ce sont des aquifères extrêmement importants. Ils sont tellement importants, mais aussi tellement compliqués qu'on va parler de systèmes hétérogènes complexes,
pour les opposer aux systèmes alluviaux qui sont plutôt simples finalement. Ce sont des bancs de galets, des bancs de sable. Ça se décrit assez bien d'un point de vue mathématique. Mais les aquifères karstiques, on va le voir ensemble, ce sont des systèmes assez compliqués sur lesquels il y a beaucoup de projets de recherche à l'heure actuelle. Mais ils ne sont pas présents qu'en France. Vous voyez ici, ils recouvrent environ 13% des terres émergées et alimentent en réalité beaucoup plus de 25% de la population mondiale. Donc ce sont vraiment des aquifères, des ressources, des réservoirs, pardon, qui contiennent une ressource qui nous est vitale et qui permettent d'alimenter une grande partie de la population. Alors finalement, c'est quoi ces aquifères karstiques? Je vais un peu le détailler quand même, parce que finalement, on les voit dans le paysage à chaque fois qu'on se balade ici. Ces aquifères karstiques, ce sont des couches de carbonates, finalement, ce sont des roches carbonatées. Donc c'est ce qu'on va appeler des calcaires, principalement, ce qu'on va exploiter aussi, par exemple, pour faire du ciment. Seulement, ces couches calcaires, du coup, elles peuvent être attaquées par de l'acide, et notamment pas n'importe lequel, l'acide carbonique, qui se forme naturellement. En fait, l'acide carbonique, c'est tout simplement le mélange entre de l'eau, notre fameuse molécule d'eau H2O, et le CO2, qu'on va avoir naturellement dans l'atmosphère, mais aussi dans le sol. Le mélange des deux va former un acide, l'acide carbonique, H2CO3, et cet acide va venir attaquer le calcaire. Et le calcaire, en fait, principalement, cette roche, est composée principalement de calcite. Donc, on va venir dissoudre cette calcite et transporter ce que l'on va appeler des ions de calcium, des ions de carbonate. Seulement, cette eau et cette dissolution, elle va pas se faire nulle part. Elle va se faire principalement là où l'eau peut circuler dans un premier temps. Et principalement, c'est à travers des fractures. Et ça, c'est extrêmement intéressant à comprendre, notamment ici dans les Alpes-Maritimes, où les roches carbonatées, sur lesquelles on se trouve à l'heure actuelle, par exemple, ont été complètement plissées, broyées par la tectonique des Alpes. Donc, on a des fractures dans tous les sens. C'est très compliqué. Et l'eau, finalement, elle a pu circuler dans ces fractures, notamment ici dans les Alpes, et dissoudre un petit peu ces fractures et les ouvrir de plus en plus. Donc, c'est ce que l'on appelle la karstogénèse. C'est un joli mot qui permet de dire la création du karst. Donc, on part au début de roches carbonatées, et finalement, ces roches carbonatées elles vont être de plus en plus karstifiées. Les ouvertures qui existaient déjà vont venir s'ouvrir de plus en plus et permettre à l'eau de circuler. Alors, ça crée des jolis paysages. Alors ici, donc un peu de l'autre côté du Var, sur le plateau de Saint-Barnabé, par exemple, où on va avoir, du coup, des affleurements de cette roche calcaire en grande quantité, et qui, comme vous pouvez le voir, est complètement haché. On a l'impression que ça a été coupé au couteau. C'est vraiment cette dissolution par les pluies qui se fait sur plusieurs siècles, et qui va dissoudre ce calcaire. Des fois, on va avoir un peu de roche, de latérite qui va rester, qui va venir s'accumuler dans des dolines, dans des petites dépressions. C'est pour ça qu'on va avoir des fois de la terre rouge un peu qui va s'accumuler. On parle de terra rosae, notamment en Provence. Voilà. Et des fois, on va avoir cette dissolution qui va être très importante. Par exemple, ici, sur le fameux embut de Cossol. Donc, c'est un avène, en fait, dans lequel l'eau peut s'infiltrer, notamment lorsqu'il y a beaucoup de pluie. Il y a les ruisseaux sur le plateau de Cossol qui viennent se perdre directement dans cette avène. Et tout ça, tout ce paysage en surface forme ce que l'on appelle l'épikarst. Donc épi, comme épiderme pour notre peau, là c'est l'épikarst, c'est la première couche finalement du karst. Et cette petite couche, qui peut faire quelques mètres d'épaisseur à quelques dizaines de mètres, permet notamment, et c'est extrêmement intéressant, de contenir une certaine ressource qui peut être captée parfois. Donc traditionnellement, ici à travers, on voit une petite source qui a été captée et qui permet d'alimenter cet abreuvoir. Ici, c'est l'abreuvoir du Besse sur la commune de Courmes, par exemple. Mais aussi, elle va pouvoir s'infiltrer. Alors, je pense que la vidéo marche. Donc ça, c'est quelque part sous un captage. Alors, on n'entend pas le son, malheureusement. Donc, ce que l'on voit, c'est l'eau qui coule d'une fracture et qui est captée. Donc, c'est quelque part sous le Baou de Saint-Janet. Voilà, qui est capté, notamment par les exploitants d'eau, ici c'est la région d'Azur notamment, qui est capté et qui permet d'alimenter en eau potable, du coup, avec d'autres sources. Voilà. Donc on a réellement, vous voyez ici, on est dans le karst, vous avez une ancienne fracture qui a été de plus en plus ouverte par la dissolution et qui permet à l'eau de circuler. Ça a été pris en plein été. Donc vous voyez que même en plein été, on a de l'eau qui continue de couler dans ce karst.
Ah, pardon, voilà. Et si on descend un petit peu, bah, on trouve des sources aussi beaucoup plus importantes. Alors là aussi, toujours sur la commune de Combes, la source du Lavoir qui est accessible en public, bah, qui débite énormément d'eau, c'est assez intéressant. Et là, donc, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bah, du coup, ils ont creusé des galeries pour essayer d'attraper le plus de veines d'eau possible, de plus de petites fractures karstifiées, afin de collecter cette eau à travers des drains. Donc, c'est des choses que l'on voit très régulièrement, notamment dans les zones karstiques à travers le monde, et tout particulièrement ici. Mais aussi, on a aussi des sources beaucoup plus importantes. Par exemple, la source de Bramafan, qui peut cracher plusieurs mètres cubes par seconde. Cette source est directement d'ailleurs connectée avec le fameux embut de Cossol. Donc il y a eu des traçages, des expériences qui ont été faits où on va injecter notamment des colorants. Alors c'est pas très joli, c'est très jaune ou très rouge. En fait, c'est inoffensif pour les écosystèmes. C'est principalement des colorants alimentaires et qui vont permettre de mettre en évidence des fameuses connexions. Vous vous souvenez dans c'est Manon des Sources, je crois, où il met, je me rappelle plus le nom du personnage, mais où il balance de la terre dans. Ouais. Alors c'est pas l'instituteur, c'est celui qui tombe amoureux là de Manon, j'ai oublié. Hugolin, voilà. Daniel Auteuil qui jouait. Bah il met un moment de. Non pardon, c'est Manon des Sources qui faisait ça justement, qui met de la terre et qui voit que ça sort au fameux lavoir ou à la fameuse fontaine du village. Donc c'est exactement le même principe. On met en évidence des connexions. Voilà. Et si on va un petit peu plus profond, et ben là on rentre dans un autre monde, j'ai presque envie de dire. C'est quelque chose qui est très inaccessible. Il y a seulement certains experts, certains plongeurs qui y vont. Malheureusement, il y a souvent des victimes. Donc c'est vraiment des gens expérimentés. On a l'impression que quand ils partent en expédition, c'est pire que des astronautes. Ils sont plus équipés que ceux qui vont sur la Lune. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ici, bah justement, la fameuse source de la Mescla, pour ceux qui connaissent. La source de la Mescla, qui est une eau, l'eau à l'étiage, il y a de l'eau qui coule, c'est une eau plutôt chaude à 25 degrés. Elle est un petit peu minéralisée d'ailleurs, elle a un petit goût salé, c'est assez étonnant. Et en fait, le réseau karstique de cette grotte, bah, il reste en partie inexploré. Au maximum, les plongeurs sont descendus jusqu'à moins 267 mètres sous la surface. Donc c'est beaucoup, vous vous rendez compte. Et on ne sait pas où ça va encore. Et il y a de l'eau qui coule. Donc là, vous êtes au point le plus profond qu'il y a. Ils sont dans le drain, ils sont en train de descendre. Bon, et ben malheureusement, ils sont limités. Ces aventuriers-là sont limités par leur réserve d'oxygène. Il faut imaginer qu'après ils doivent revenir en sens inverse. C'est très long. Donc toujours, on ne sait pas. Et ça a été un record qui a été dépassé il y a quelques temps par la même équipe d'ailleurs sur la source de Fontaine-Estramar près de Perpignan. Voilà. Donc vous voyez des mondes assez magiques. Et ces images-là, bah, ces images de grottes souterraines remplies d'eau, c'est toujours l'image un peu féerique qu'on a des aquifères. Par contre, vous avez vu qu'avant, bah, finalement, un aquifère, c'est pas tellement ça. Souvent, un aquifère, c'est seulement des agencements de grains de sable, de grains de galets entre eux. Mais ces photos sont franchement magnifiques. Et en parlant d'aquifères karstiques, il est important, notamment nous qui sommes un peu méditerranéens quand même, de connaître un événement assez exceptionnel qui a eu lieu et qui a impacté nos paysages. Donc c'est une image que vous connaissez, n'est-ce pas? Bah, l'Espagne, la France, l'Afrique du Nord, la mer Rouge, etc. Et au milieu, il y a quelque chose, ou plutôt quelque chose qui manque. C'est la fameuse mer Méditerranée. Vous allez me dire, oui, bah, d'habitude, tout ça, c'est rempli d'eau. Vous avez toute l'image de la carte de la Méditerranée. Et il n'y a pas très si longtemps, à l'échelle géologique, donc il y a 6 millions d'années, 6 millions d'années à l'échelle géologique, c'est presque hier. D'accord? Ben, il s'est passé un événement tectonique qui a eu des répercussions incroyables. Vous savez que les plaques tectoniques bougent, c'est pour ça qu'on a des chaînes de montagnes notamment, et la plaque africaine, actuellement toujours, rentre en collision principalement avec la grande plaque eurasienne. C'est pour ça qu'on a des chaînes de montagnes, principalement tout le long et presque jusqu'à l'Himalaya, si je simplifie un peu. Eh bien, il y a 6 millions d'années, dans une époque géologique qu'on appelle le Messinien, c'est pour ça qu'on parle de crise messinienne, le détroit de Gibraltar s'est fermé. Le détroit de Gibraltar s'est fermé et on a pu identifier finalement qu'il y avait beaucoup plus d'eau qui s'évaporait de cette mer Méditerranée que la quantité d'eau qui arrivait naturellement par les fleuves. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la mer Méditerranée s'est asséchée. Et elle s'est asséchée de manière impressionnante. Les niveaux sont descendus de plus de 1000 mètres par rapport à l'heure actuelle. Donc rendez-vous compte, on est sur un événement qui a presque fait disparaître la mer Méditerranée. Alors,
Ouais, il est resté quelques petites flaques d'eau, entre guillemets. Et pourquoi on parle de crise de salinité messinienne? C'est que l'on retrouve justement dans les fonds, on va retrouver des grandes épaisseurs de sel. Donc ces épaisseurs, en fait, on avait de l'eau de mer très salée, hyper saline, qui s'est accumulée, en partie évaporée, et donc on a fait finalement des marais salants naturels, mais sur des épaisseurs gigantesques. Et on parle, donc les géologues parlent de crise messinienne de salinité. Et ça a eu un impact extrêmement important. Ça a eu un impact sur l'approfondissement notamment des canyons. Notamment les canyons que l'on connaît autour de chez nous, donc toutes ces vallées, pourquoi elles sont tellement incisées? Par exemple, je vous parlais un petit peu de certaines sources et villages autour des gorges du Loup, mais le Var, c'est exactement la même chose. En fait, il y a ce qu'on appelle l'effet du niveau eustatique. Une rivière va toujours chercher à s'équilibrer avec ce que l'on appelle son niveau de base. Et son niveau de base, c'est la mer. Si on descend le niveau de la mer, le profil de la rivière va vouloir se rééquilibrer. Il va venir, du coup, inciser les canyons. C'est pour ça que, du coup, sur le bord de la mer Méditerranée, on a de nombreux canyons. Et si vous regardez des images satellites des fonds marins aussi, on retrouve ces canyons. Donc le Var, on retrouve son canyon jusqu'à très loin dans la Méditerranée. Et cet effet qu'il y a eu sur les rivières, il a aussi existé sur le karst. D'accord? Sur les aquifères karstiques. C'est-à-dire qu'on est venu, du coup, modifier les conditions aux limites de nos systèmes et on est venu approfondir nos réseaux karstiques. C'est pour ça que des fois, on retrouve des grottes qui nous semblent être perchées finalement sur les falaises. Ce sont des anciens niveaux, par exemple des rivières auxquelles ils étaient associés. Et on a eu, par exemple, un approfondissement de ce karst avec des niveaux beaucoup plus profonds. Un exemple très connu et très documenté par certains auteurs, c'est notamment la formation des canyons sur l'Ardèche. On avait, avant cette crise messinienne, le Rhône connecté à l'Ardèche. Puis, durant la crise messinienne, on a eu du coup cette incision et des réseaux karstiques avec des sources profondes au fond de ce canyon. Puis, comme vous le savez, le détroit de Gibraltar a fini par se réouvrir, si vous êtes au courant, et l'eau est revenue dans la Méditerranée. Donc il paraît que ça a été, imaginez la cascade de plus de 1000 mètres, ça a été, j'imagine, ça aurait été sympa de voir ça. Et donc après, le niveau est remonté, et contrairement à ce phénomène d'incision, là, les rivières ont commencé du coup à sédimenter pour essayer de retrouver un nouvel état d'équilibre. Donc elles ont déposé des roches, des dépôts de sable, des graviers, etc. Et on est venu reboucher ces anciens réseaux. Et ces anciens réseaux, à l'heure actuelle, c'est presque ce que l'on a actuellement ici, sur cette image, ils sont quelque part souterrains. Et toute la question qu'on a, et à laquelle on ne sait toujours pas forcément répondre, c'est est-ce que ces réseaux sont actifs ou pas? Donc voilà, il y a des recherches, notamment c'est les collègues spéléo, qui font beaucoup de spéléologie, qui essaient de retrouver ces réseaux. On essaie de les retrouver à travers différents formats. Et donc ces ressources en eau, et là je reprends un peu de hauteur, finalement où est-ce qu'elles sont sur Terre? Elles sont un petit peu distribuées de manière extrêmement hétérogène. On retrouve des très grands bassins, comme le bassin de l'Amazone, ou nos fameux bassins parisiens, aquitaniens, mais aussi des grandes réserves en Afrique du Nord, par exemple. Mais aussi, on va avoir, associé à des chaînes de montagnes, plus ou moins anciennes ou modernes, des systèmes complexes, par exemple. C'est ce qu'on voit notamment ici sur la chaîne des Alpes. On va avoir des systèmes, finalement, qu'on ne sait pas très bien décrire, qui sont pas si simples à décrire. De nouveau, on va parler de systèmes hétérogènes complexes. Donc cette eau est extrêmement mal distribuée, finalement, sur notre planète. Enfin, c'est pas qu'elle est mal distribuée, elle est juste distribuée de manière très hétérogène. Et bien entendu, il y a des régions du monde, alors là c'est à l'échelle des pays, où on va avoir une consommation d'eau plus importante que la quantité d'eau renouvelable que l'on dispose. C'est ce qu'on va appeler le stress hydrique. C'est pareil, c'est des mots qu'on peut entendre souvent, qui sont repris dans les médias. Ce stress hydrique, finalement, il va impacter différents pays, mais selon différentes mesures. Notamment, on le voit ici, sur la rive sud de la Méditerranée, ils ont des stress hydriques très très forts, notamment parce qu'ils consomment de l'eau, mais qu'il n'y a pas beaucoup plus d'eau renouvelable à disposition. C'est aussi le cas du Chili, par exemple, du Mexique, de l'Espagne, de la Méditerranée, de toute la plaine arabique, et aussi, par exemple, de pays comme l'Inde. Pourtant, l'Inde, il y a d'énormes fleuves qui s'écoulent depuis l'Himalaya. Seulement,
ils sont très nombreux. Donc, si on fait la balance, on retrouve des stress hydriques, finalement, très importants. En France, finalement, à l'échelle du pays, on s'en sort assez bien. Ce qui, bien entendu, n'enlève pas qu'il peut y avoir des problèmes à des échelles locales. Alors, finalement, et là, je vais revenir un peu dans un pays que j'aime bien, qui est le Chili. Quel est le risque que l'on peut avoir à utiliser ces eaux souterraines? Ben, ces eaux souterraines, elles sont vitales parce que finalement, c'est là où se situe la majeure partie des ressources en eau douces et accessibles. Donc, on peut les utiliser, il faut les utiliser. Mais par contre, il faut faire attention à comment on les utilise. Vous vous souvenez, dans l'objectif de développement durable, numéro 6, on parlait d'une gestion durable de la ressource en eau. Et là, je vais vous présenter un cas qui a été publié notamment il n'y a pas très longtemps avec des collègues au Chili, où on a reconstitué l'évolution. Donc, je vous passe les détails. Ce qui est important, c'est de voir cette courbe qui monte, notamment à partir des années 80, avec des ruptures de pente très marquées, qui correspondent en fait à des booms économiques dans le pays, où on a finalement développé l'agriculture principalement. Au Chili, donc ça se passe au Chili, hein, c'est pas chez nous ici en France. Au Chili, voilà, on a augmenté de plus de 1600% les consommations d'eau au niveau par rapport avant les années 80, par exemple. Principalement, on voit, c'est cette couleur bleu foncé que la principale partie de l'eau va pour l'agriculture, une grande partie aussi pour l'alimentation en eau potable, et finalement, une très faible partie pour les mines. Souvent, on parle des mines comme grands consommateurs d'eau. Alors, c'est vrai qu'on consomme de l'eau, il y a d'autres problèmes associés, c'est-à-dire souvent des problèmes de contamination de cette eau. Mais en termes de consommation d'eau, souvent, les mines ne consomment pas tant que ça par rapport justement à d'autres secteurs. Voilà. Donc, principalement ici, dans le centre du Chili, il y a des grandes capitales comme Santiago du Chili, mais aussi des grandes productions, notamment des productions d'avocats qui sont très très gourmandes en eau et qui ont créé d'énormes soucis, notamment sur les prélèvements. Le problème aussi du centre du Chili, c'est pour ça que je dis aussi que des fois c'est bien comme laboratoire d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça nous donne des idées sur ce qui peut-être peut nous arriver ou pas. Mais le Chili connaît depuis 10 ans une sécheresse très très marquée, où grosso modo on est sur du moins 30% de précipitations depuis 2010. Et ça a vraiment impacté l'agriculture et la disponibilité de l'eau. Sachant que sur ce moins 30%, il y a des zones, des années, notamment l'année 2018 qui a été très très impressionnante, on a eu moins 80% d'eau. Il a quasiment pas plu durant toute l'année. Ça a été vraiment impressionnant. Et durant du coup cette période très sèche, l'eau a fini par manquer. Et du coup, il y a eu des questions qui se sont posées. Alors, ils se demandaient, donc en espagnol, sequía o saqueo, ça signifie finalement, est-ce que c'est la sécheresse ou est-ce que c'est du vol d'eau? C'est un petit peu ce qui a été mis en avant. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Chili, il y a eu en 2019 principalement, 2020 aussi, beaucoup de révoltes, un peu comme nos gilets jaunes à nous, sauf que ça a pris beaucoup plus d'ampleur, ce qui a conduit à une demande de réécriture de la Constitution de ce pays, qui quand même sortait depuis, ça faisait seulement quelques dizaines d'années à peine, qui sortait de la dictature de Pinochet. Donc il y a eu beaucoup de manifestations avec des revendications sociales fortes, notamment sur l'eau, comme quoi l'eau est un droit de tous, il est écrit pas des riches, ni des politiques, ni des gens corrompus. L'eau c'est un droit, ce n'est pas un business. Voilà, donc il y avait des grandes revendications sociales sur l'eau. Et donc on a commencé à regarder, alors finalement, d'un point de vue très factuel, cette eau, pourquoi est-ce qu'il y en avait de moins en moins? Pourquoi est-ce que cette eau disparaissait des puits, des forages? Et on s'est mis à comparer finalement, alors c'est un résultat parmi d'autres, mais on s'est mis à comparer du coup l'évolution à partir de registres, donc à partir de données, ce qu'on fait nous comme scientifiques, c'est on utilise de la donnée, on fait de l'observation, et c'est sur la base de l'observation qu'on va ensuite pouvoir tirer des modèles, faire des conclusions. D'accord? Ce n'est pas des élucubrations, c'est vraiment à partir de la donnée. Donc à partir de toutes les données qu'on avait pu recueillir depuis presque 50 ans, on a regardé l'évolution des niveaux d'eau souterraine. Et on s'est rendu compte, alors on peut regarder du coup les petits diamants bleus là qui montrent l'évolution moyenne, mais aussi les baisses maximales par tranche de 10 ans. On a pu observer notamment durant la dernière année, on a eu une baisse la dernière décennie, durant 10 ans. En 10 ans, ça a chuté au maximum de presque 50 mètres dans certains puits. Imaginez les puits qui, en 10 ans, baissent de 50 mètres, sachant que dans la décennie d'avant, certains avaient déjà baissé de presque 40 mètres, etc., etc.
Actuellement, qu'est-ce qui se passe là-bas? On fait des forages de plus en plus profonds. Cette évolution, on la retrouve aussi en Inde, en Californie, c'est des phénomènes qu'on retrouve beaucoup, où on va faire des forages de plus en plus profonds, et parfois, notamment en Espagne, dans les grandes productions de légumes, des forages qui descendent à plus de 1000 mètres pour aller chercher les dernières gouttes d'eau. Et on s'est rendu compte de quoi? Que finalement, alors là je synthétise un peu, mais qu'en réalité, cette baisse de l'eau avait commencé bien avant ces épisodes de sécheresse. Donc ces épisodes de sécheresse, qui sont représentés ici à travers cette ligne un peu orange, rose, finalement, ce n'était pas la sécheresse qui était la cause de la diminution de l'eau, mais réellement des prélèvements qui ont fait que augmenter au cours du temps depuis des décennies. Et à l'échelle du Chili, ça avait commencé depuis les années 80. Et depuis les années 80, on avait commencé en fait à surexploiter nos nappes. C'est-à-dire on prenait plus que ce que la nature, ce que les pluies permettaient de recharger. Mais la sécheresse a eu un véritable impact. Elle a amplifié le processus et elle a été réellement un facteur déterminant dans l'observation de cette chute, ou plutôt dans la prise en compte de cette chute. Donc en fin de compte, c'est vraiment ici la surexploitation de la ressource, et ce que l'on observe aussi dans de nombreux pays, c'est vraiment la surexploitation de la ressource qui crée finalement une diminution et on va dire sa baisse de disponibilité. Et souvent, quand on a des effets de sécheresse, et ce que l'on craint vraiment avec le changement climatique, c'est que ces effets de sécheresse qui vont arriver, notamment sur le pourtour de la Méditerranée, vont faire que amplifier ce processus. Voilà. Et finalement, on parle d'une ressource qui est plutôt rare, sur laquelle il y a des tensions, sur lequel il peut y avoir des conflits. Et il y a un très beau site qui est très rigoureux, qui s'appelle Water Conflict Chronology, qui va recenser l'ensemble des conflits liés à l'eau. Et c'est parfois des historiens qui remontent au premier écrit qu'il y a pu avoir. Donc on retombe dans les premiers cas, on va retomber sur des conflits, des tensions qu'il y a pu avoir avant Jésus-Christ, par exemple, en différents endroits du globe, avec des conflits liés à l'eau. Et j'ai fait l'exercice tout à l'heure de modifier la date. Donc vous pouvez aller voir, vous mettez ça sur Internet, et vous pouvez modifier les dates. Et là, c'est les conflits qui ont été répertoriés entre 2020 et aujourd'hui. Donc vous voyez, on en a quelques-uns. Par exemple, malheureusement, des morts dans une attaque sur un barrage en Afghanistan en 2020. À chaque fois, c'est référencé. C'est ça qui est très intéressant. Vous cliquez sur le point et on vous donne les références. Donc il y a plein de cas, voilà. Donc depuis 2020 à l'heure actuelle, ils ont été recensés 543 conflits directement liés à l'eau. Parfois avec des victimes et parfois sans victimes. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, il y a quelques points qui apparaissent. Ils sont recensés comme étant des conflits liés justement à ces fameux projets qu'on appelle des méga-bassines, donc la fameuse Sainte-Soline et d'autres. Donc ça a créé des conflits, ça a créé des tensions, à la fois politiques, on en a beaucoup parlé, mais aussi voilà, des conflits entre les différents usagers. Donc en France, et je vais bientôt terminer, c'est en France, voilà, on a ces arrêtés sécheresse qui sont là d'année en année, qui prennent de plus en plus de place. On voit que les arrêtés sécheresse, et notamment les périodes de crise, durent de plus en plus longtemps, sont de plus en plus importantes au cours du temps. Et lorsque l'on regarde encore quelle est la tendance, on se rend compte que les dernières années qui apparaissent ici, 2011, 2012, 2018, 2017, 2010, 2019, 2005, 2006, principalement, ici, cette dernière décennie, on a une proportion très importante de piézomètres. Donc les piézomètres, c'est les forages qui nous permettent d'observer les eaux souterraines. Donc en gros, c'est un indicateur du niveau d'état des nappes d'eau. Donc on a, voilà, plus de 50% des piézomètres en France qui sont sous des niveaux d'alerte et avec des durées moyennes de sécheresse de plus en plus longues. Donc ça nous donne vraiment cette tendance. Vous voyez, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas une année qui a été exceptionnelle, c'est une tendance qui s'inscrit. Et lorsqu'on regarde les choses dans d'autres pays, j'ai pris l'exemple du Chili, mais j'aurais pu en prendre d'autres, on voit que ces tendances, c'est difficilement, on peut difficilement les renverser, les inverser, merci. Et bien entendu, voilà, ça a créé des problèmes et des conflits avec des choses, la Loire presque assèche en 2022, mais bien entendu des conflits entre les usagers, et c'est bien normal. Il y a des usagers qui ont besoin de cette eau, donc ça crée des conflits. Donc il y en a qui la veulent, seulement il y en a moins, donc il faut peut-être réfléchir à mieux se la partager ou se la partager différemment.
Et par exemple, ici, donc ça c'est le niveau piézométrique depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui dans la basse vallée du Var. On voit que ça fluctue, donc c'est un point qui est pas très loin au niveau du stade d'Arboras. On voit que du coup ça fluctue, il y a eu des périodes un peu plus hautes, un peu plus basses. On voit des fluctuations de ces niveaux d'eau de chaque année, forcément. En hiver, ça a tendance à être plus haut qu'en été, ça c'est normal. On a ces fluctuations. Seulement, depuis 2022, on a eu un décrochement extrêmement alarmant. Donc tous les exploitants, les collègues qui travaillent sur ça dans les régies, dans les syndicats, ont été vraiment alarmés de voir du coup ces niveaux qui baissaient. Et même les pluies qu'il y a eu en fin 2022-2023, finalement sont remontées, mais n'ont pas permis de retrouver nos niveaux. Et on a eu vraiment des niveaux qui n'avaient, vous voyez, jamais été atteints sur les dernières dizaines d'années. Et alors, j'avoue, j'ai été extrêmement surpris de voir ici, finalement, que les niveaux d'eau sont remontés. C'est assez extraordinaire. Je l'ai découvert tout à l'heure en téléchargeant les données. Donc, les niveaux d'eau sont remontés depuis février de cette année. Donc, ils ont retrouvé presque un niveau historique. Alors, la question, c'est de voir est-ce que ces niveaux se maintiennent. Ces niveaux, j'ai regardé sur des points au niveau de Cagnes-sur-Mer, à d'autres endroits, les niveaux sont remontés à plusieurs endroits. Donc il semble que les pluies qu'il y a eu en février, et en fait l'effet aussi des pluies antérieures, ont permis une recharge importante de nappes. Alors la question c'est est-ce que ça va durer, ou est-ce que de nouveau ça va rechuter? On va voir cet été. Mais en tout cas, tout n'est peut-être pas tout à fait perdu en réalité. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que de nouveau, les collègues à l'international qui travaillent sur ces problématiques-là, finalement, ont pu montrer, et je vais terminer sur ça, ont pu montrer que, certes, il y avait des endroits sur Terre avec des ressources en eau qui diminuaient et qui ne faisaient que diminuer. Mais il y avait des rares cas où finalement, on arrivait à renverser la balance, c'est-à-dire à faire remonter les niveaux de nappe. Et ça, principalement, ils mettent ça en avant à travers une meilleure gestion des ressources. Donc c'est vraiment quelque chose au niveau du politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire proposer une meilleure gestion des ressources, mais aussi avoir plus de connaissances sur le fonctionnement et les processus qui gouvernent les mécanismes qui permettent cette recharge. Donc des fois, on pense tout savoir, et en fait on se rend compte que des fois, ces processus sont un peu mal compris, on ne sait pas très bien. Mais aussi avoir un usage plus efficient de l'eau et peut-être quelques solutions, c'est des choses qu'ils proposent. Et je vais terminer sur cette diapositive qui est peut-être quelque chose un peu, comment dirais-je, peut-être qui peut générer une certaine confrontation, mais c'est pas grave, je la présente quand même parce que je la trouve très intéressante et très belle. C'est cette notion d'aller semer de l'eau. C'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. On parle d'aller semer de l'eau. Ça réapparaît dans les Andes, donc où on va venir en fait rétablir d'anciens canaux d'irrigation de l'époque Inca. Ça, c'est des collègues en Espagne qui travaillent notamment dans la Sierra Nevada, où on va rétablir des anciens canaux d'irrigation. Seulement, ces canaux d'irrigation, on va pas les imperméabiliser, on va favoriser des fuites, en fait. Et ces fuites, en fait, permettent une recharge qui va contribuer à alimenter des sources, et notamment des rivières en été. Donc, vous voyez, en fait, alors, cette solution, c'est pas la solution miraculeuse. Peut-être qu'elle n'est pas adaptable partout, peut-être qu'elle n'est pas adaptable ici. Mais néanmoins, vous voyez, à travers des solutions qui peuvent être simples, finalement, de réhabiliter ces canaux d'irrigation qui ont existé depuis des temps immémoriaux, en fait, ça permet peut-être des fois de soutenir des ressources en eau, notamment durant les périodes d'étiage. Donc, je vais terminer sur cette image. Et puis voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.